où je suis parti à la recherche d'un des plus grands trésors perdus de l'histoire. Le trésor d'Ahmed Shah Durrani. Sa valeur est aujourd'hui estimée à 370 milliards d'euros. Les indices que m'ont laissés mes ancêtres afghans font référence à un système de caves perdu au cœur des montagnes près de Bamiyan. En temps normal, voyager en Afghanistan n'est pas évident. De nos jours, avec les talibans, c'est pratiquement devenu le pays le plus dangereux au monde. J'ai lu une dépêche d'une agence de presse sur ce qui est arrivé aux Allemands. Ceux qui ont été tués, ça s'est passé juste ici. Ils sont morts juste ici. Et c'était il y a 2 jours seulement. La perspective de retrouver cet immense trésor m'aide à oublier le danger qui m'entoure. C'est pas vrai! Regardez-moi ça! Imaginez un peu, Ahmed Shah Durrani aurait pu cacher le trésor ici. En tant qu'auteur-voyageur, rien ne me réjouit plus que la perspective d'une quête. J'ai étudié la magie avec les sadhus en Inde, parcouru l'Éthiopie à la recherche des célèbres mines d'or du roi Salomon, et suivi les traces d'une tribu de réducteurs de têtes dans le haut Amazone. J'ai aussi fait un trek à travers une forêt de nuages au Pérou, à la recherche de Paititi, la légendaire cité perdue des Incas. Je suis né en Angleterre, mais mes ancêtres, des seigneurs de la guerre, des hommes d'État et des princes, vivaient dans les forteresses des montagnes d'Afghanistan depuis le 9e siècle. La quête du trésor d'Ahmed Shah Durrani est un fil conducteur dans ma famille depuis 1 siècle et demi. La quête du trésor d'Ahmed Shah a toujours été très importante pour les membres de ma famille qui ont quitté l'Afghanistan en 1842 avec Jan Fishan Khan pour rejoindre l'Inde. Quand j'étais petit, mon père me racontait toujours une histoire qui hantait mes nuits et que je raconte maintenant à mes propres enfants. Ça parlait d'un homme avec un masque de fer qui avait ordonné à ses esclaves de cacher des milliers de sacs d'or dans une caverne. L'homme au masque était en fait Ahmed Shah Durrani, le premier roi d'Afghanistan, et il avait volé ce trésor à l'empire moghol. Ahmed Shah Durrani, l'Afghan, est un jeune général au service de l'empereur de Perse qui met à sac Delhi en 1739. L'immense trésor moghol est pillé et son contenu est chargé sur une caravane impressionnante composée de chevaux, de chameaux et d'éléphants. Le célèbre diamant Koh-i-Noor fait partie des nombreux objets de valeur dont s'est emparé l'empereur perse. Mais il ne vit pas assez longtemps pour en profiter, car il est victime d'un assassinat. Ahmed Shah Durrani dérobe ce diamant sur le lit de mort de l'empereur, puis il prend la fuite avec ses hommes pour rejoindre l'Afghanistan, suivi par la caravane qui transporte le trésor. Ahmed Shah Durrani est couronné premier roi d'Afghanistan en 1747 par le Saint Saber Shah. Le Koh-i-Noor, l'unique relique connue provenant du trésor moghol, reste en Afghanistan jusqu'au début du 19e siècle. Aujourd'hui, il se trouve dans la Tour de Londres, parmi les joyaux de la couronne britannique. Le reste du trésor légendaire est toujours enfoui dans des caves, quelque part dans les montagnes d'Afghanistan. Je sais que le trésor d'Ahmed Shah Durrani a toujours été très important pour ma famille, et je suis certain que mon père l'a cherché lui aussi. Je n'avais que 13 ans quand les Moudjahidines ont entamé leur lutte contre l'invasion de l'armée soviétique. Quand l'armée américaine a chassé les talibans du pouvoir en 2001, j'ai vu une opportunité de partir en mission pour retrouver le trésor d'Ahmed Shah. J'ai découvert des papiers appartenant à mon grand-père, que j'ai moi-même hérité de mon père. Et quand j'ai enfin eu le temps de les parcourir, j'ai trouvé ce carnet rempli de notes sur ses voyages en Afghanistan, à la recherche du trésor, il y a plus de 70 ans. Il était rempli d'indications mystérieuses et de messages codés. Toutes les informations laissées dans ce carnet, dans cette boîte, ont été placées avec les papiers de mon père pour une raison particulière. Je devais les trouver pour entamer ma propre quête. J'ai déjà attendu 1 an pour voir si la situation allait s'améliorer. Mais l'Afghanistan sombre un peu plus chaque jour dans le chaos. Les talibans gagnent du terrain et massacrent des soldats américains et britanniques tous les mois. J'ai décidé de faire le grand saut et de partir à la recherche du trésor maintenant. Même si la situation est instable, c'est peut-être ma dernière chance de pouvoir me rendre là-bas avant longtemps.
Il y a plein d'hélicoptères. Mes premiers pas sur le sol afghan me rappellent toutes ces histoires entendues tant de fois quand j'étais enfant. Les femmes en burqa et les vendeurs en tout genre, de têtes de mouton ou d'amulettes magiques, sortent tout droit des contes des 1001 nuits. Malgré le danger, les gens continuent de vivre. Ils n'ont pas vraiment le choix. Je dois me rendre dans un stade célèbre que les talibans utilisaient comme terrain d'exécution. Des milliers d'innocents afghans sont morts ici, dont des douzaines de femmes accusées d'adultère. Ils jouent au foot ici? Oui, bien sûr. Les voitures arrivaient par ici, transportant les personnes accusées d'un crime. On les sortait du véhicule, on leur ordonnait de se mettre à genoux et on leur tirait une balle dans la tête. Les talibans étaient au pouvoir il n'y a pas si longtemps que ça. Heureusement, les choses ont changé. Je suis content de voir cet énorme portrait d'Ahmed Shah Durrani. Le propriétaire du trésor que je recherche est présent même dans ce stade. Il obtient l'indépendance. Celle de l'Afghanistan. Oui, oui, c'est ça. On m'a dit qu'Ahmed Shah Durrani a ramené un très grand trésor d'Inde. Oui, c'est vrai. On aimerait bien le trouver. Moi aussi. Ma première journée ici touche à peine à sa fin. Et je me rends compte que la quête de ce trésor est une sorte de métaphore. Ce voyage me ramène à mes origines afghanes. Mais tout n'est pas rose. La bureaucratie de Kaboul est corrompue. Des couches de débris s'entassent après des décennies de guerre. On m'a informé que mes recherches sont illégales et que je risque d'être arrêté, voire expulsé. Heureusement, j'ai retrouvé un vieil ami de la famille, un ambassadeur afghan. Je vais l'accompagner pour aller à la rencontre du gouverneur du nord de la province de Balkh. Suivant les indications laissées par mon grand-père, nous roulons pendant 12 heures sur des routes dévastées par la guerre, avant d'arriver au manoir du gouverneur au milieu de la nuit. Je suis content d'avoir quitté Kaboul. L'aventure va enfin pouvoir commencer. Je redoute un peu d'être entouré par des gardes armés, mais ma peur s'envole dès que je suis reçu par le gouverneur. J'essaie de lui parler du trésor, mais il ne m'apprend rien, même s'il semble savoir que le Koh-i-Noor se trouve parmi les joyaux de la couronne britannique. Il est à Londres. Le gouverneur désigne 2 soldats pour assurer ma protection, étant donné que notre prochaine escale risque de s'avérer dangereuse. La prière du vendredi commence à peine quand j'arrive à la mosquée d'Hazrat Ali, à Mazar-i Sharif. Les pèlerins chantent avec beaucoup d'enthousiasme. Dans ma famille, on a toujours pensé que le secret du trésor d'Ahmed Shah Durrani se trouvait dans un lieu saint. Il est donc logique que ma première destination soit le tombeau d'Ali. Dans le monde islamique, on prétend que les motifs géométriques ont une valeur numérique, qu'ils renvoient à des chiffres, qui renvoient eux-mêmes à des lettres. Dans ses notes, mon grand-père évoque le système de numération Abjad, un code qui relie des lettres à des chiffres. Le système Abjad s'apparente à la géométrie, mais aussi au principe du carré magique. En utilisant les chiffres de 1 à 9, on remplit un carré. Et c'est là que la magie opère. En reliant tous les 1, on obtient cette forme. Et en reliant tous les 8, on obtient celle-ci. Le chiffre 1 correspond au A d'Aleph, le 8 au H. L'apparente simplicité du système Abjad est trompeuse. Les chiffres peuvent avoir plusieurs niveaux d'interprétation. Une fois qu'on a compris comment ça marche, on peut interpréter un motif d'un tas de manières différentes. Ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Mon grand-père a passé plus d'une semaine ici. Grâce à ce motif hexagonal, il a établi un lien entre les mots Durrani et Bouddha en perse. Les valeurs numériques respectives de ces mots se reflètent de manière symétrique. Mon grand-père s'est donc ensuite rendu sur le site d'un stupa, près de Samengan, à quelques heures de route au sud d'ici. Je décide de m'y rendre. Il y a 2500 ans, les Afghans étaient bouddhistes.
l'Afghanistan était célèbre pour ses centres d'enseignement bouddhiste. Les prêtres ont creusé des montagnes entières pour les utiliser comme sanctuaires. Mon grand-père pensait que le trésor était toujours enfoui dans l'un de ces anciens monastères bouddhistes. Samangan, la fille du roi, a vraisemblablement vécu ici. J'aime bien le vraisemblablement. Qu'est-ce qui est vrai? C'est quoi cet endroit? Personne ne le sait. Si je trouve des caves, c'est que je suis sur la bonne voie. Regardez cet escalier taillé dans la roche qui descend. Peut-être qu'ils utilisaient des échelles avant. Il y a un homme en bas. Il va me montrer comment descendre. Tout a été taillé dans la pierre. Quand on se retrouve dans un lieu de culte bouddhiste comme celui-ci, on s'attend à découvrir tout un labyrinthe de caves, là où les moines vivaient. L'hôtel était là avec le grand prêtre peut-être. Et là-bas, il y avait le village où tout le monde vivait. Oh mon Dieu! C'est incroyable! Mon cœur bat à toute allure. Ce que je viens de découvrir dépasse toutes mes espérances. Je ne trouve pas les mots. Si Ahmed Chadourani a caché son trésor ici, on peut très bien imaginer tout un tas de sacs. Des piles de sacs partout. Des sacs, des sacs, des sacs! Le trésor n'a sans doute pas été caché ici parce que tout est ouvert. À moins qu'on l'ait caché ici et que quelqu'un l'ait ensuite découvert. C'est tout à fait ce que j'imaginais. Des grandes arcades, des galeries. Tout ça taillé dans la montagne. C'est incroyable. Ce centre bouddhiste a dû jouer un grand rôle dans la protection des prêtres. Tout comme pour les résistants afghans qui luttaient contre les Russes il y a une vingtaine d'années. Puis pour les talibans. Maintenant que j'ai vu que ces gigantesques caves dans les montagnes d'Afghanistan existent réellement, comment faire pour trouver celle où Ahmed Shah a caché son trésor? Un mois plus tard, je suis de retour à Kaboul. Comme d'habitude, je ne peux pas m'empêcher de questionner le chauffeur de taxi pour voir ce qu'il sait sur le trésor. J'en ai entendu parler. Tu peux lui demander où est le trésor? À Herat. C'est comme s'il lisait dans mes pensées. C'est justement la prochaine destination que j'avais en tête. Venez chercher le trésor avec nous. Bien sûr, allons-y. En me baladant au bazar de Pouilly Christie, je suis tombé sur un vendeur d'oiseaux. J'ai été agréablement surpris de voir qu'il avait plein de huppes dans ses cages. C'est un oiseau très connu. Le roi Salomon pensait que cet oiseau était le plus sage d'entre tous. Il me paraît évident que je dois m'en procurer un pour m'accompagner dans mon périple. Est-ce que le vendeur est là? Et selon la coutume locale, le fait de posséder cet oiseau apporte chance et prospérité. Ça peut toujours servir. Attendez, j'aimerais le choisir. Peut-être celui près de la porte qui essaie de sortir. Je peux le voir? Il morde? Non, non. Tant mieux. Il peut s'envoler? Oui, ils peuvent voler. Restez calme, c'est vraiment pas de chance. Du calme tout le monde, du calme. La huppe a eu tellement de chance qu'elle a pu s'envoler. Il le tenait dans sa main, comme s'il ne risquait pas de s'envoler. J'aimerais qu'il m'en donne un autre, mais qu'il ne le tienne pas, qu'il le mette directement dans la cage. Je suis heureux de constater que l'oiseau attire l'attention de tout le monde. Tout le monde est content. Ils disent « Shura Sarak »,« Shura Sarak » ou « Houd Houd », la huppe, le roi des oiseaux. Ça attire les gens. Je pense qu'il fera un très bon compagnon de voyage. J'aurais préféré y aller en voiture, mais la route qui part vers l'ouest pour rejoindre Herat depuis Kaboul traverse les terres des talibans.
Ma dernière option est d'acheter un billet pour mon oiseau et de prendre l'avion. Aussitôt arrivé à Herat, je me dirige vers les collines au nord de la ville. De là-haut, on a une vue d'ensemble sur les 5 tours timourides de Moussala. Mon grand-père était convaincu que les gigantesques minarets de Moussala étaient une sorte d'indicateur, une boussole primitive qui indiquerait où chercher le trésor. Le jardinier me montre le pied d'une autre tour qui s'est écroulée il y a une vingtaine d'années. À force de le questionner, je finis par apprendre qu'il existe un message codé associé à ces tours. Mais il ne sait pas si le secret concerne le motif des mosaïques ou bien la façon dont elles sont disposées. Je passe des heures à tenter de percer le mystère, à chercher le sens de ces motifs en vain. Je vais aller voir si les tuiliers de la mosquée peuvent m'aider. La mosquée du vendredi d'Herat abrite l'un des ateliers de tuiliers les plus anciens au monde. Je veux m'entretenir avec ces artisans pour voir s'ils peuvent m'aider à déchiffrer les motifs. Mais c'est le jour de la prière et l'atelier est fermé. J'interpelle la première personne que je croise pour tenter d'obtenir une nouvelle piste. Est-ce qu'il pense qu'il y a un trésor caché quelque part dans les montagnes d'Afghanistan? On me répond que l'emplacement du trésor est un secret national et qu'il est interdit d'en faire part à un étranger. Un peu plus tard, dans la cour centrale de la mosquée, je me retrouve dans une situation délicate, entouré de gardes armés qui m'accusent de venir voler des trésors afghans. Ils insistent lourdement pour qu'on ne filme pas, car ils considèrent que nous volons en quelque sorte des secrets nationaux. On doit quitter les lieux immédiatement, on ne veut pas risquer de les fâcher davantage. On reviendra demain. Dans sa jeunesse, Ahmed Shah a été emprisonné ici à Herat, dans cette grande forteresse du XIIIe siècle, avant d'être libéré par Nadir Shah, l'empereur perse. Il est fort probable que la caravane qui transportait le trésor soit passée par ici en se dirigeant vers la Perse. Non loin d'ici, dans une maison de thé, je pose des questions sur le trésor. En voyant la huppe, un homme se souvient de l'histoire d'un idiot qui avait découvert un trésor en suivant les conseils d'un oiseau semblable au mien. La morale de l'histoire, c'est que l'idiot était si bête qu'il ne s'est pas rendu compte de la valeur du trésor et qu'il l'a laissé où il était. Redemande-lui si quelqu'un va venir avec nous chercher le trésor d'Ahmed Shah Durrani. Ou bien s'ils vont rester là à jouer aux cartes tout l'après-midi, alors qu'on pourrait tous devenir millionnaires avant la nuit. Ils ont hâte de rentrer. Remercie-les pour leurs histoires, on va les laisser à leur jeu de cartes. Ma huppe a un solide appétit et son alimentation est exclusivement composée de viande crue. Mais elle a bien mérité son repas. C'est grâce à elle que j'ai pu interroger les gens à propos du trésor. J'ai bien profité de l'hospitalité des habitants d'Herat. J'ai visité des maisons de thé, j'ai flâné d'un village à l'autre, et des fermiers m'ont avoué qu'ils ont retrouvé des antiquités en labourant leurs champs. Je suis parti à la recherche des nomades et je me suis fait dire la bonne aventure. J'ai même visité d'autres caves, puis j'ai découvert les ruines d'une autre tour. En voyant ma détermination à trouver l'or d'Ahmed Shah, mon interprète suggère que l'on se rende dans un lieu saint tout particulier. En fait, il faut penser très fort à son vœu, s'allonger, se couvrir le visage avec les mains. Ensuite, on pense très fort au vœu qu'on a fait et tout à coup, on se met à rouler de façon incontrôlable dans toute la cour. La coutume veut que notre vœu soit exaucé grâce au pouvoir du saint qui a été enterré ici. Je pense à mon vœu et c'est parti. C'était ridicule. C'était comment? On va le trouver ce trésor, les gars. C'est bon. Malgré le risque d'être une nouvelle fois arrêté, j'ai le sentiment qu'il faut que je retourne à l'atelier de tuilier.
Et j'ai raison de le faire, car un vieux maître m'avoue qu'il a entendu parler du trésor d'Ahmed Shah. Il m'accompagne sur le toit et m'explique que les motifs des tuiles sont une clé. Je tente de lui demander directement s'il sait où se trouve le trésor et comment les tours qui s'élèvent aux abords de la ville peuvent m'aider. À ma grande surprise, il me dit que les tours pointent dans la direction de la vallée de Bamiyan et que juste avant le crépuscule, lorsque le soleil est à l'ouest, les ombres portées par les tours se tournent en direction de cette vallée, jadis célèbre pour ses statues géantes de Bouddha, avant que les talibans ne les détruisent complètement il y a quelques années. Bamiyan n'est qu'à 480 km d'ici, mais en Afghanistan, le chemin le plus sûr pour se rendre d'un point à un autre est très rarement une ligne droite. Je suis de retour à Kaboul. Un attentat suicide a lieu le jour de mon arrivée, juste en face de l'endroit où je réside. Le ramadan a commencé et les talibans passent à la vitesse supérieure. Un dirigeant taliban a fait une vidéo récemment. Il portait un masque et il disait qu'ils allaient détruire toute cette route, ce caravansérail sur lequel est construit cet hôtel. Vous avez entendu l'explosion ce matin? Oui. Vous n'avez pas peur? Non, 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 non. Les explosions, c'est courant ici. S'il n'y avait plus d'explosions à Kaboul, ça deviendrait Londres. Yama est un combinard. Il se présente tout d'abord comme producteur de films, guerriero moudjahidine, cavalier bouzkachi et cuisinier. Il prétend que son père est seigneur de la guerre dans le Nord. Quand on commence à parler d'armes et de munitions, tout le monde commence à s'agiter. Ce gars-là veut des grenades. Il a même une formule favorite. C'est l'Afghanistan ici. Il dit qu'il a un ami qui a toutes les réponses, mais pour le rencontrer, il faut encore rouler pendant 12 heures vers le nord. À la sortie de Kaboul, nous nous retrouvons coincés dans d'énormes bouchons. Ils sont causés par une manifestation d'anciens moudjahidines. Les moudjahidines ont déposé les armes. Ils ont déposé toutes leurs armes. Oui, et ça fait 2 ans qu'on attend que le gouvernement les paie. C'est pour ça que son père dispose d'environ 10 000 hommes armés. 12 missiles sol-air, quelques tanks, et on n'abandonne pas. On peut attaquer quand on veut. Personne ne bouge, alors s'il y a une grosse explosion... Je ne pense pas qu'on soit tellement en sécurité là. Le stress monte. On est coincé entre une manifestation, l'ambassade d'Iran et une autre ambassade. Dans 2 jours, c'est la fête de l'Aïd, la fin du Ramadan. Les attentats suicides n'en finissent plus à Kaboul. C'est vraiment une période dangereuse. Il y a eu une explosion près de l'aéroport, sur la route principale. Yama est un combinard et son ami, à ce qu'il dit, pourra m'apprendre des choses sur le trésor dont la valeur est estimée à 370 milliards d'euros. Il faut retourner à Mazar-i Sharif pour le rencontrer. Est-ce un coup de bluff ou bien Yama dit-il vrai? Reza, l'ami de Yama, dépasse toutes mes attentes. À 24 ans seulement, il est déjà un archéologue renommé et il travaille avec le ministère de la Culture afghan. Pour le prouver, il m'emmène voir les ruines de la plus ancienne mosquée d'Afghanistan. Elle date des premiers jours de l'islam en Asie centrale. Vous voyez ce lotus et ces points-là? C'est un symbole bouddhiste? Oui. Mais on est dans une mosquée musulmane. Alors pourquoi tous ces symboles bouddhistes? Pour nous montrer que l'architecture musulmane s'est inspirée de l'architecture bouddhiste et que ça a continué à travers les siècles. Reza est d'origine hazara. Il s'intéresse donc tout particulièrement à l'histoire du bouddhisme en Afghanistan. Il prétend même que le motif octogonal commun à la majorité des mosquées dans le monde viendrait du nord de l'Afghanistan et aurait été transmis à d'autres pays musulmans. Il me paraît évident que l'aide de Reza dans cette quête m'est indispensable. Mais je ne sais pas encore s'il voudra faire partie de mon équipe. Heureusement, je n'ai pas trop de mal à le convaincre. Il veut me montrer quelque chose qui pourrait nous aider. Il y a un cheval là. Je pense que ça signifie qu'il faut s'y rendre à cheval. La route est très difficile, très raide.
Et il y a des escaliers gravés dans la montagne, je crois. Ça veut dire qu'il faut aller à droite et non pas à gauche. La fleur de la victoire vient des bouddhistes. Vous croyez que ce tapis est d'influence bouddhiste? Oui, parce qu'on voit le signe Kashani. Ça ressemble à un S. Ça nous indique la pièce. Il y aura sans doute quelque chose dans une pièce. Reza croit que les pièces représentent des salles précises dans le système de cave, comme le monastère bouddhiste taillé dans la pierre que j'espérais trouver. De retour à l'hôtel, Reza nous fait part de ces informations. Il nous dit qu'il faut se concentrer sur la partie centrale de l'Afghanistan, mais que ce n'est pas sans risque. C'est très dangereux, mais pour moi, non. Vous pouvez nous emmener? Je vais y réfléchir. Je peux y aller seul. Est-ce qu'il y aura des caves? Oui, il y en a de très grandes. Il est incroyable. Et ça doit être la première personne qu'on a rencontrée dans ce pays qui connaît réellement son histoire. Il la connaît sur le bout des doigts. Toutes les périodes, tous les noms. C'est très surprenant et excitant. Ahmed Shah a dû cacher son trésor à Bamiyan. Bamiyan était un endroit sûr? Oui, je crois. Et ce sont aussi les montagnes du roi Salomon. J'ai appris plus tard que cette route était surnommée l'allée sanglante par les gens du coin. Nous partons pour la vallée de Bamiyan et pour nous y rendre, on doit utiliser cette route où les attaques de bandits sont de coutume, surtout pendant la nuit. Nous chargeons les véhicules à 4 heures du matin pour être sûr de ne pas se faire attaquer sur la route pendant la nuit. À partir de maintenant, je prends notre sécurité très au sérieux. Vous pouvez vous moquer, mais je ne plaisante pas. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je ne partirai pas. Je partirai seulement quand des mesures de sécurité auront été mises en place. Il va falloir être armé, aller doucement, ne pas camper au milieu de nulle part, mais plutôt près des villages. Je viens de lire une dépêche d'une agence de presse sur ce qui est arrivé aux Allemands. Ils étaient comme nous. Ils ne travaillaient pas pour la télévision, mais pour la radio. Et ils étaient 3. Tous les 3 ont été abattus. Et les personnes qui étaient chargées de les protéger ont été maîtrisées. Je ne sais pas si ça veut dire qu'elles ont également été tuées. On se trouve juste entre Baglan et Bamiyan. C'est une route extrêmement dangereuse. Faites une recherche sur Internet à propos de cette route. Et vous verrez que c'est une route très, très dangereuse. Nous effectuons les 18 heures de route prévues en seulement 12 heures, pour ne pas risquer de se prendre une balle dans la tête, comme les Allemands hier. La route est très mauvaise, mais nous n'avons pas d'autre choix que de continuer. Soudain, dans l'après-midi, nous nous retrouvons devant un barrage routier. Un camion est tombé en panne et il y a des bouchons sur près d'1 kilomètre. À l'arrêt, nous sommes des cibles faciles pour les bandits ou les talibans. À mon grand soulagement, le chauffeur finit par se frayer un chemin le long du bord de la route escarpée. Bien joué! Nous avons perdu un temps considérable. Comment faire pour arriver à Bamiyan avant la nuit? On a réussi. On est arrivé à Bamiyan en 12 heures.
Il ne nous reste plus qu'à trouver les caves où le trésor est enfoui. On va dormir ici ce soir et partir à la recherche de ces caves demain matin avec Reza. Je dois faire des repérages ce matin. Alors nous allons voir le mur où le Bouddha géant se tenait. C'est Bamiyan? Oui, on est au centre. Donc le Bouddha géant se trouvait là, d'accord? Et le petit Bouddha ici. Donc Ahmed Shah Durrani et Nadir Shah ont volé le trésor à Delhi. Ils sont venus jusqu'ici avec et ils ont bougé. Oui, parce que c'était la route principale pour rejoindre Bamiyan depuis Kaboul. Vous êtes en train de dire que le trésor d'Ahmed Shah Durrani serait passé par ici en route entre l'Iran et l'Inde. Cette caravane qui transportait des millions de pièces d'or, des rubis, des émeraudes, le trône du Pan et le Koh-i-Noor serait passée juste ici? Vous imaginez le spectacle? S'il venait de Kandahar, pourquoi ne pas avoir caché le trésor là-bas? Kandahar était la capitale, et tous les rois savent que la capitale est un endroit sûr. Mais pas tout le temps. Vous savez ce qui est arrivé ensuite à Ahmed Shah? Certes. Donc si vous étiez le roi d'Afghanistan, le pire endroit pour cacher votre trésor serait la capitale, parce qu'une armée ennemie pourrait débarquer, tuer tout le monde et s'emparer du trésor? C'est ça. D'accord, très bien. Il vaut mieux un endroit secret, très loin. C'est génial. On est vraiment sur la même longueur d'onde, Reza. Nous voulons nous aventurer dans les catacombes, derrière les niches où se tenait le Bouddha géant avant qu'il ne soit détruit par les talibans. C'est un véritable labyrinthe. C'est ce que je recherchais. Mais il est évident que le trésor d'Ahmed Shah n'était pas caché près des Bouddhas de Bamiyan. Juste là, regardez. C'est ce genre de construction taillée dans la pierre que j'espérais trouver. Vous ne pouvez pas voir la statue. Il y a combien de hauteur, là? 58 mètres. L'Afghanistan est déjà un pays dangereux, alors je n'ai vraiment pas envie de tomber dans ce trou où le Bouddha se trouvait. Si les Bouddhas géants faisaient partie d'un énorme lieu de culte bouddhiste, alors il serait logique que quelque part dans la vallée, non loin d'ici, on trouve un système de caves où se trouvait le monastère. Cette vallée est parallèle à celle de Bamiyan. Et au temps des moines bouddhistes, comme cette religion était très courante, il devrait y avoir un monastère dans la vallée voisine. Reza, on devrait rentrer. Il y a des maisons, c'est un village ici. On ne trouvera pas de trésor dans des caves près d'un village. Je deviens de plus en plus impatient. Reza connaît l'histoire, mais il ne veut pas parler du trésor aux habitants d'ici. Finalement, on entend parler d'énormes caves cachées dans la montagne au-dessus du village. La température a baissé d'un coup. Il fait très froid ici. Encore une fausse piste, ça ne mène nulle part. Reza me dit que de nos jours, rechercher un trésor en Afghanistan est illégal. Il a peur d'être dénoncé, mais il craint aussi que les habitants ne viennent piller l'emplacement du site qu'on pourrait trouver.
Si on trouve un trésor ici, en un seul jour, tous les habitants de Bamiyan et des autres provinces d'Afghanistan vont débarquer et commencer à creuser. On aurait plus de chances de le découvrir. Mais c'est un gros problème pour le gouvernement. Pourquoi? Ce n'est pas notre problème. Pourquoi ça pose problème que tout le monde vienne ici chercher le trésor? Comme il me l'a rappelé à maintes reprises, le commerce illégal d'antiquités afghanes est florissant entre l'Orient et l'Occident. Reza me montre des caves de plus en plus petites. Et malgré mes supplications, il refuse d'interroger les gens du coin sur le trésor. Je commence à croire qu'il me cache volontairement quelque chose, comme s'il en savait plus qu'il ne le laisse penser. Est-ce qu'il joue un rôle? Ou est-ce qu'il est vraiment à mes côtés dans ses recherches? C'est très beau ici. Après une longue discussion avec Reza, je parviens à le convaincre de m'accompagner à la recherche des caves qu'il a mentionnées à l'hôtel lors de notre première rencontre à Mazar-i Sharif. Il m'explique que le voyage va nous emmener au-delà de la vallée de Bamiyan et que ça sera extrêmement dangereux. Malgré le risque grandissant, l'équipe a le cœur léger. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on y va? La plupart des Afghans ont toujours vécu dans le danger. Nous quittons maintenant la sécurité relative de la vallée centrale de Bamiyan, supervisée par des soldats néo-zélandais, pour nous diriger vers les hauts plateaux du centre de l'Afghanistan. Comme si c'était possible, la route est encore plus mauvaise que celle qu'on a prise pour rejoindre Bamiyan. Après une journée de voyage, nous sommes à peine à mi-chemin de notre destination. À mon grand soulagement, nous trouvons un petit village avant la tombée de la nuit. Nous sommes accueillis avec l'hospitalité typique des Afghans et nous passons la nuit dans la salle du village. Craignant les attaques des malfaiteurs, j'ai engagé quelques soldats pour notre sécurité. Après un bon plat de pilaf, les gardes m'avouent qu'ils ont entendu parler de caves non loin d'ici. J'ai hâte d'en entendre plus. Mais Reza m'a interdit de mentionner le trésor directement. On a entendu dire que là où l'on trouve des serpents, il y a un trésor. Je peux leur poser cette question. Ils vont se poser des questions. Et ce n'est pas bien. Je suis bloqué là, Reza. C'est pas bien. Je ne leur ai pas parlé de trésor. Je leur ai parlé d'un ours, ou d'un lion, d'un animal, mais pas du trésor. Allons chercher le trésor. C'est parti. Le lendemain, le terrain est quasi impraticable. L'état de la route empire et au final, ce n'en est même plus vraiment une. Et je sais que c'est à moi d'encourager mon équipe. Super. Alors qu'on commence à installer notre camp sur les rives du mystérieux lac du Bandi Amir, une tempête se prépare. Un vent glacial renverse nos tentes, comme pour nous prévenir que notre expédition doit prendre fin. Finalement, l'équipe trouve un moyen de faire tenir les tentes. Les gars m'ont demandé s'ils pouvaient pratiquer une sorte de rituel. Donc j'ai accepté et je leur ai acheté un mouton. C'est un rituel pour nous porter chance dans notre quête du trésor d'Ahmed Shah. Yama abat l'animal rapidement, selon la tradition afghane. J'ai perdu l'appétit. Ils ne comprennent pas pourquoi abat l'animal rapidement, selon la tradition afghane.
perdu l'appétit. Ils ne comprennent pas pourquoi... Ça va, j'en veux pas. Yama et les autres ne s'arrêtent pas avant d'avoir dévoré l'animal en entier. Ils brisent même les os pour en sucer la moelle. L'hostilité de l'environnement ne semble pas leur poser de problème. Je m'assieds près du feu, redoutant la nuit glaciale que je vais passer sous une simple toile. Le jour suivant est ma dernière chance pour partir à la recherche du trésor. Malgré la ténacité et l'endurance de Reza, Yama et les autres, je sais que je ne pourrai pas les garder beaucoup plus longtemps à mes côtés. Nous levons le camp très tôt et nous partons vers le col de la montagne pour trouver les caves. Pour passer le col, nous devons abandonner les voitures et continuer à cheval. Il faut coincer son pied derrière la selle. On ne peut plus arrêter Yama dans sa démonstration de bouskashi. Il nous montre des figures de bouskashi. Il pense que je ferai un bon cavalier, mais il se trompe. Le chemin est de plus en plus escarpé et nous devons abandonner les chevaux pour continuer à pied. Nous sommes à 3220 mètres d'altitude. La pente quasi verticale est très éprouvante. Le soleil au zénith ne fait rien pour améliorer les choses. L'altitude et l'air raréfiés ne nous aident pas non plus. Mais le résultat en vaut la peine. Une fois arrivés au sommet de la montagne, nous remarquons une ouverture vers des caves comme une bouche gigantesque. Je m'y engouffre, totalement hypnotisé. Ça ressemble exactement aux caves dont on me parlait quand j'étais enfant, dans les histoires que mon grand-père me racontait. C'est une très grande cave pré-islamique. Elle s'enfonce très loin dans la montagne. C'est exactement ce que je recherchais. On se noie dans la poussière. C'est comme de la farine. Ça devient de plus en plus étroit. Et ça part à des kilomètres sous la montagne. C'est incroyable. C'est très grand. Ça va très très loin. C'est dingue, le rayon de lumière se perd dans les ténèbres. Il y a des tessons de poterie partout. C'est bouddhiste. J'ai besoin de lumière. Faites-moi de la lumière. Parfait. On dirait un gros bol. Oui, c'est un bol. Ça devient très étroit maintenant. L'autre chemin mène à une grande salle après ce passage étroit. Après le passage étroit, On peut essayer, mais ça va être difficile. il faut ramper. J'ai envie de continuer. On a trouvé un autre passage. Où êtes-vous passé, Reza? Je suis là. Bon sang. Suivez ma torche. C'est bon, je la vois, j'arrive. On ne peut pas faire mieux. Il y a des passages partout. Bon sang, j'y crois pas. C'est dingue. Cette poussière. Il y a un passage là. Un autre ici. Oh oui, oui. Il y a des squelettes, des os. La vache, c'est incroyable. David, faut que tu vois ça, David. Il y a un squelette humain. Oui, et deux là. Où est le crâne? Juste ici. Faites-moi un peu de lumière. 1, 2, 3, oh, 4, 5, 6, 7. C'est incroyable. C'est un cimetière, Tahir. Mais Oui, un cimetière. Je pense que beaucoup de soldats sont morts ici. peut-être les soldats d'Ahmed Shah Durrani. Je suis très ému de me retrouver dans un endroit où tant de gens ont perdu la vie. Des gens qui, je suppose, étaient les gardes d'Ahmed Shah. On dirait que celui-ci a été assassiné. Il est fort probable que ces caves fassent partie d'un ensemble encore plus grand, qui part très loin sous la montagne. Mais ce passage est bloqué par un éboulis. Oui, Nous sommes profondément enfoncés dans la montagne, mais nous ne sommes pas suffisamment équipés, ni préparés. Nous n'avons pas de casque. Je suis persuadé que nous avons enfin découvert l'emplacement du trésor.
Tout va dans ce sens. Les crânes, les poteries bouddhistes, l'emplacement et sa difficulté d'accès. S'aventurer plus loin dans ce labyrinthe serait du suicide sans un équipement de spéléologie adapté. On a aussi besoin d'oxygène et de renforts en cas d'urgence. Même si je pouvais rassembler une équipe mieux préparée, je sais que les autorités afghanes m'en empêcheraient. Sans oublier la récente détérioration de la sécurité qui n'a pas joué en ma faveur, je sens que ma dernière opportunité me file entre les doigts. Il est temps pour moi d'ajouter mes informations dans le carnet et de laisser mes propres indices aux générations futures, afin que mes enfants puissent trouver l'Afghanistan et poursuivre ma quête. D'ici là, je ne peux qu'espérer que la paix sera revenue dans notre patrie ancestrale. Rien ne me dit que le trésor n'a pas déjà été découvert. Mais après 39 ans, j'ai l'impression d'avoir vu une part du trésor de mes propres yeux. Le pays d'où je viens, l'Afghanistan. Tu vas aller chercher le trésor en Afghanistan quand tu seras grand? Oui, et je le trouverai. Tout seul.